Bonjour à vous, donc le nouveau cours de cette semaine, les capteurs, qui va dans la fonction de la chaîne d'information qui est acquérir, un cours assez important pour cette année. Donc les capteurs, en généralité, on vous dit que dans le domaine industriel, on a besoin d'acquérir des grandeurs physiques, telles la température, la force, la position, la vitesse, et c'est donc le capteur qui est l'objet technique qui va permettre de mesurer ces paramètres physiques. Donc le capteur, qu'est-ce que c'est, si on regarde ce bloc, le capteur reçoit à son entrée une grandeur physique, et la transforme en une grandeur électrique. Donc le capteur est l'objet technique permettant de faire l'acquisition de cette grandeur physique et de la transformer en un signal électrique. Alors au niveau des capteurs, on peut définir quelques paramètres. Le premier paramètre sera la sensibilité. On vous dit que c'est le rapport entre le signal de sortie et le signal d'entrée. Prenons l'exemple d'un capteur de température qui mesure donc des degrés à son entrée, degrés Celsius, et qui génère une tension qui est proportionnelle à ces degrés Celsius. Donc la sensibilité sera exprimée en volts par degré. Ensuite, on peut définir une autre grandeur qui est la précision, et qui est définie donc par l'erreur de précision que délimite un intervalle à l'intérieur duquel on est assuré de trouver la valeur réelle de la grandeur mesurée. Alors, à travers ceci, on définit deux choses. On va déjà définir ce qu'on appelle l'erreur dite absolue. Cette erreur absolue est la différence donc entre la valeur mesurée et la valeur réelle que l'on attendait. De cette erreur absolue, donc cette erreur absolue, elle, si on revient à notre capteur de température, serait en degrés, on en définit une erreur relative qui, elle, est la division de l'erreur absolue par la valeur réelle qu'on attendait. Celle-ci est exprimée en pourcentage, cette fois-ci, elle n'a donc plus d'unité. Pour la classe de précision, on ne va pas en parler. L'autre information importante à connaître est la résolution. Et la plus petite variation, donc de grandeur mesurée, produit une variation du signal de sortie. C'est-à-dire que quelle est la variation, la plus petite variation du capteur qui va donner une évolution à la sortie de la tension. Donc ça, c'était la partie définition des grandeurs autour d'un capteur. Ensuite, on va s'affairer donc à un capteur, un petit exercice sur un capteur qui s'appelle le MCP 9700. On se pose la question, quel est ce type de capteur, en déterminer sa sensibilité et sa précision. Donc si on regarde, on a un extrait, c'est un tout petit bout de la doc technique correspondant à ce capteur, et puis en cherchant rapidement dans la doc, il nous serait important de trouver donc le type de capteur, qu'est-ce qu'il mesure, sa sensibilité et puis sa précision. Donc en faisant quelques recherches, on va tout de suite trouver que la traduction du mot sensor température analogique veut dire un capteur de température analogique. Donc c'est un capteur de température, le MCP 9700. Sa sensibilité, on a dit que capteur de température. Donc sensibilité devrait être exprimée, si la tension est en volts en sortie, l'entrée en degrés, en volts par degré. Alors on voit apparaître quelque part une donnée qui ressemble à ça, donc ce sont ici deux lignes dans lesquelles on voit apparaître 10 mV par degré ou 19,5 mV par degré. Le capteur que l'on a étudié en ce moment, nous, est celui qui s'appelle le MCP 9700, donc la sensibilité correspond donc à la partie qui est de 10 mV par degré. Pour la précision, qui se traduit en anglais accuracy, en cherchant dans la doc également, c'est donc marqué en anglais, notre capteur, lui, a une accuracy, précision, de plus ou moins 2 degrés, sur une plage allant de 0 degré à 70 degrés. Donc nous allons répondre aux trois questions. Capteur de température analogique, une sensibilité de 10 mV par degré et une précision de 2 degrés, plus ou moins 2 degrés. Excusez-moi, j'allais éternuer, c'est passé. Nous allons ensuite voir les différentes familles de capteurs que nous pourrions rencontrer. Donc dans le cours, nous allons détailler quelques-uns de ces capteurs. On pourra y voir les capteurs de position, les capteurs angulaires ou les capteurs de vitesse, les capteurs de vitesse classiques, les capteurs d'accélération, les capteurs de température, capteurs de pression, les capteurs de luminosité, d'humidité, de niveau et de force. Alors au niveau des capteurs, trois grandes familles de capteurs que nous allons pouvoir rencontrer, donc trois grandes, pas familles, mais si on pourrait les classer par famille, ce sont le type de capteurs que l'on va rencontrer. On peut rencontrer des capteurs dits analogiques. On sait ce que c'est qu'analogique, ça veut dire que le signal de sortie est une tension pouvant prendre une infinité de valeurs. On a vu ce que c'était dans le dernier cours, analogique. Donc, on pourrait, petit exercice, on nous demande de représenter la caractéristique d'un capteur angulaire à potentiomètre. Donc, si on se rappelle, on a utilisé ce capteur lors de du TP girouette,
eh ben, on pourrait écrire que le capteur était un potentiomètre, et que ce potentiomètre, lui, permettait de générer une tension qui était proportionnelle à un angle, donc axe des abscisses, un angle variant de 0 à 350, on avait vu qu'on ne pouvait pas faire la totalité du tour, et puis une tension qui variait dans les ordonnées de 0 à 5 volts, et quelque chose passant par 0, donc droite affine, linéaire, avec le point 5 volts 350, une droite. Donc ça serait un capteur dit analogique. Le capteur logique ou détecteur est ainsi un capteur qui, lui, va sortir deux niveaux logiques binaires, 0 ou 1. On appelle ça un capteur dit tout ou rien, ou appelé également détecteur. Il détecte quelque chose. Le dernier type de capteur, qui est le capteur dit numérique, le signal de sortie est transformé en un nombre binaire, obtenu électroniquement, le plus souvent à l'aide d'un microcontrôleur. Donc il y a un microcontrôleur à l'intérieur du capteur déjà intégré. Alors, à l'aide d'un microcontrôleur, l'information numérique est transmise par une liaison de type série, c'est-à-dire qu'on envoie les données en série afin de minimiser le nombre de fils entre la partie microcontrôleur et capteur. Un exemple, le capteur GPS utilisé souvent avec Arduino, donc on voit bien qu'il est alimenté entre +5 qui s'appelle VCC, GND la base, et puis un dernier fil là qui s'appelle RX, réception, et qui permet de recevoir toutes les informations venant du GPS, parce que le dialogue ne vient que du GPS vers la carte Arduino afin de récupérer plus souvent une position, une vitesse que l'on veut ressortir du capteur dit GPS. Ensuite, nous allons parler des capteurs de position. Alors ça, on a parlé donc trois types de capteurs, analogique, logique ou détecteur, numérique. Maintenant, on va s'intéresser à tous les capteurs, comment ils fonctionnent, quel est leur principe de fonctionnement et qu'est-ce qu'il en résulte. Le premier capteur, la première chose, c'est les détecteurs de présence. Donc un détecteur est un capteur particulier délivrant donc une tension tout ou rien, on a dit TOR, c'est-à-dire un 0 ou 1. Il détecte présence ou pas de présence. Alors, il y a l'entreprise Télémécanique qui, elle, a créé un organigramme qui permet de choisir le type de capteur ou de détecteur que l'on a besoin en fonction du passage dans cet organigramme. Exemple, je prends, première question qu'on me pose, l'objet est-il solide? Si l'objet n'est pas solide, on part sur la droite, et là, on nous pose une nouvelle question. L'objet est-il liquide? Si l'objet est liquide, oui, deux possibilités de détection, ou trois même peut-être. Alors, possibilité d'utiliser un détecteur d'ultrasons, on verra ce que c'est, un détecteur de proximité dit capacitif, par la suite on va le voir aussi, ou peut-être un pressiostat ou vacuostat. Par contre, s'il n'est pas liquide, c'est qu'il est forcément gazeux, puisqu'il n'est pas solide, pas liquide, donc il devient gazeux. S'il est gazeux, on ne peut prendre qu'un pressiostat ou un vacuostat. Ensuite, est-ce qu'on peut, si on n'est pas dans cette partie-là, et que l'objet est solide, est-ce qu'on peut avoir un contact ou non? Si pas de contact, eh ben, est-ce qu'il est métallique? Est-ce que les distances entre la détecteur ou non est supérieure à 60, supérieure à 15 mm, etc. etc. Est-ce que les vitesses de passage devant le capteur sont là? Est-ce que les fréquences de son passage sont inférieures? Et en fonction de tout ça, on peut croiser le choix de ce type de détecteur, donc en suivant l'organigramme télémécanique fourni. On ne va pas s'affairer à tourner dans l'organigramme, vous aurez des exercices, je pense, qui vous feront choisir à l'intérieur de cet organigramme des capteurs. On va plutôt s'intéresser à tous ces types de capteurs, voir leur principe de fonctionnement. Le premier, qui est l'interrupteur de position dit électromagnétique, qui se trouvait ici. Alors, c'est un interrupteur qui est commandé grossièrement par le passage d'un objet. On voit bien qu'il existe différents types de capteurs. Donc c'est simplement un micro-interrupteur qui va être positionné avec soit une roulette, soit un levier, soit ce qu'on appelle une petite tige qu'on va appeler une antenne, là, on appelle antenne souple pivotante, on pourrait l'appeler une pige, et vont mettre en contact électrique lors de présence d'un objet. Alors on peut y rencontrer différents types de contacts à l'intérieur de ces capteurs. Les plus simples sont des interrupteurs simples, à fermeture ou à ouverture. On les appelle normalement ouverts, c'est la position qu'ils auraient capteur non activé, c'est-à-dire sans détection. On peut rencontrer donc des capteurs dans lesquels on aura un interrupteur qui va se fermer dès qu'il y a détection, ou alors un interrupteur qui s'ouvre quand il y a détection. On pourra en trouver des bipolaires, c'est-à-dire qu'il y a deux interrupteurs de couplés, donc deux à fermeture, un à ouverture, selon les cas. Ou alors, encore plus, précisément, si on voulait avoir d'autres actions, des inverseurs, c'est-à-dire qui ont trois pôles, qui, lors de l'action de présence d'un objet, ouvrent un interrupteur à ferme de second. Donc ça, c'était les détecteurs électromagnétiques.
Nous allons passer maintenant au détecteur de proximité inductif. Alors, inductif, donc un détecteur de proximité inductif est surtout utilisé dans le milieu industriel, les machines-outils, les machines d'usinage, comme il y a dans les ateliers, les convoyeurs, etc., etc. Bon, il détecte sans contact, on voit bien qu'il n'y a pas de contact, tout objet métallique. On voit bien que l'objet qui se trouve ici à détecter est une plaque d'acier. Le détecteur étant ici, on voit que la plaque d'acier s'approche plus ou moins, et en fonction de la position de la plaque d'acier, il détecte sa présence ou non. Donc, c'est un détecteur sans contact, donc pas d'usure, de tout objet métallique. Le principe, donc l'oscillateur LCE, à l'intérieur du détecteur qui se trouve ici, on a quelque chose qui est un oscillateur, qui permet de générer une oscillation. Oscillation, c'est un signal sinusoïdal d'une fréquence stable. L'oscillateur LC oscille lorsque l'inductance, elle, varie. Donc son inductance, c'est la bobine qui est à l'intérieur. Bobine, c'est un enroulement de fil. Varie à cause d'une proximité de pièces métalliques, c'est-à-dire qu'une bobine, si on approche une pièce métallique, sa caractéristique est modifiée et va faire changer l'amplitude de l'oscillation. On va détecter un changement d'amplitude de l'oscillation. L'amplitude de l'oscillateur diminue. Alors, si la pièce métallique arrive, on voit bien que l'amplitude diminue, elle est moins grande. Cette amplitude est détectée par un comparateur à l'intérieur et un signal logique indique attention, présence de métal. On voit bien que le signal jaune qui se trouve en bas, si le métal est assez près, donne un 1 logique et donne un 0 logique lorsque le métal est beaucoup plus loin. Donc, détecteur de métal, détecteur inductif. On peut avoir dans la même catégorie de détecteurs ce qu'on appelle un détecteur de véhicule, qui se trouve par exemple au lycée à la sortie près du portail, près du gymnase, avec ce qu'on appelle une boucle inductive enterrée, donc un capteur inductif. Donc à la place d'avoir un tout petit capteur, on y met une grande bobine enroulée dans le sol. On la voit bien d'ailleurs si vous êtes près du gymnase, on voit qu'il y a une grande tranchée tout le long. Donc ça c'est une grande bobine qui est mise là, et lorsqu'un véhicule donc, qui est métallique vient s'approcher de cette bobine, il va en changer donc ce qu'on a dit tout à l'heure, l'inductance, la valeur de la grandeur bobine qui est exprimée elle, en henry, c'est l'inductance, va modifier l'oscillation d'un système et puis va détecter la présence d'un véhicule. Donc c'est des grandes bobines, donc les capteurs sont donc enterrés dans la terre et permettent donc de détecter par l'intermédiaire d'un dispositif électronique dans lequel il va y avoir des microcontrôleurs et plein de choses, les modifications du signal qui va se produire et puis va permettre l'ouverture ou la fermeture d'un portail. Donc ça s'appelle des détecteurs de véhicules, des boucles inductives enterrées. Ça, c'était la partie donc détecteur inductif. Passons au détecteur dit photoélectrique. Donc, dans son titre, on voit tout de suite que le principe utilisé, c'est l'optique. On a un détecteur qui est constitué, on a un émetteur et un récepteur qui envoie un faisceau lumineux, qui peut être le plus souvent de l'infrarouge, car il coûte moins cher, ou alors du laser, dont vous donne la longueur d'onde, qui est de l'ordre du 660 nanomètres, avec donc certainement des fonctionnements beaucoup plus chers et des fonctionnements à plus longue distance. Alors dans ces détecteurs, 3 types de détection possibles, on va voir, vous allez voir 3 types de détection. La première qu'on vous présente, on appelle ça le système barrage. Un émetteur d'un côté, un récepteur de l'autre, un faisceau qui est envoyé entre l'émetteur et le récepteur. Dès lors que quelque chose, la cible passe entre les deux, elle coupe donc le faisceau. Si le faisceau est coupé, le récepteur est activé et ce récepteur indique détection d'objet. Donc détection par blocage du faisceau, c'est bien ce que je vous ai dit, coupe le faisceau. En l'absence de cible, le faisceau lumineux arrive au récepteur. Quand la cible pénètre dans le faisceau, elle coupe celui-ci. Le détecteur est activé. Le système qui autorise les plus longues portées jusqu'à 100 mètres environ en technologie, donc c'est une technologie qu'on va utiliser pour aller à 100 mètres, qui est la technologie laser. On pourrait donc détecter des passages sur 100 mètres. Souvent utilisé dans les portails, les cellules de portail de maison que vous avez chez vous, automatique, qui évite donc que si on laisse sa voiture dans le portail ou que si quelqu'un passe à l'intérieur du portail, le portail se referme. Il y en a également à la sortie du lycée, vous pouvez le voir, ils l'ont fermé sous un petit cabochon, on voit qu'il y a des détecteurs. Le deuxième de détecteur optique, c'est celui qu'on appelle réflexe. Cette fois-ci, le détecteur et le récepteur sont du même côté. Et puis, en face, on a mis ce qu'on appelle un réflecteur, qui est ni plus ni moins qu'un miroir. Donc, le signal infrarouge est émis.
arrive sur le miroir et retourne au récepteur. Si une cible vient à couper ceci, il n'y a pas de réflexion du signal, et puis le détecteur est donc activé. On vous dit émetteur-récepteur sont regroupés du même côté, donc l'avantage de ce type, c'est que si on a ça sur un portail qui est assez haut, et ben, il faut mettre un câble de chaque côté. Celui-ci a l'avantage donc de diminuer le nombre de câbles. Il n'y a que d'un côté du portail que le détecteur est mis en place. On vous dit, en absence de cible, le faisceau émis par l'émetteur est renvoyé sur le récepteur par ce qu'on appelle le réflecteur. Le détecteur, la détection est réalisée lorsque la cible coupe le faisceau entre l'émetteur et le récepteur. Le système est donc plus adapté. On se dit, ce système n'est pas adapté à la détection d'objets qui seraient réflectifs. C'est-à-dire que si l'objet que vous avez qui passe à l'intérieur est capable de renvoyer les infrarouges, le détecteur ne sera pas activé. Dernier type, système proximité, détecteur par réflexion du faisceau, c'est-à-dire que quand il ne se passe rien, l'onde émise par l'émetteur est perdue dans l'air et ne revient pas au récepteur. Par contre, si un objet passe dans la distance de détection, cette cible renvoie le faisceau infrarouge au récepteur, et là il y a donc détection. Donc en l'absence de cible, le faisceau lumineux n'arrive pas sur le récepteur. Quand la cible pénètre dans le faisceau, elle réfléchit ce dernier sur le récepteur, ou renvoie. Lumière sur le récepteur, donc implique détection. Pour détecter les objets, pour être détectés, les objets doivent être réflectifs, et donc dans la zone de détection. Donc il faut qu'ils soient capables de renvoyer les ondes. Donc 3 types, barrage, donc un émetteur, un récepteur de chaque côté, coupure du faisceau, réflectif, un émetteur, récepteur du même côté, émetteur et récepteur du même côté, par contre il y a un réflecteur, et puis il y a coupure de la cible. Ensuite, le dernier qui est proximité, cette fois-ci c'est la cible qui déclenche en approchant trop près le récepteur. Petit inconvénient, en zone de brume, s'il y avait du brouillard ou des choses comme ça, on pourrait penser que le faisceau dans celui-ci pourrait être interrompu, donc on pourrait avoir détection, ou alors mettre de l'humidité. S'il y avait de l'humidité qui vient se positionner sur le réflecteur, on pourrait avoir des problèmes de détection. Ensuite, il faut également penser que lors de la mise en place, il faut un alignement qui soit superbe et que les fixations du détecteur ne bougent pas pour éviter que le faisceau ne soit détérioré au cours du temps. Donc, les photoélectriques. Un autre type de capteur, les interrupteurs à lame souple, appelés ILS, donc l'abréviation de ILS pour interrupteur lame souple, donc des détecteurs de champ magnétique. Ce sont des petits détecteurs dans une ampoule de verre. Donc le contact est dans une ampoule de verre sous vide, et puis ou de verre. Elle n'est pas sous vide, il y a du diazote qui est injecté dedans, excusez-moi. Et ce contact, alors c'est un petit contact, et en la présence d'un aimant, d'un champ magnétique, il vient se fermer ce contact. Alors c'est les détecteurs qui sont plus communément utilisés dans les détecteurs d'alarme de maison. On peut les rencontrer, donc c'est les contacts de porte ou de fenêtre, des petits modules blancs. D'un côté vous avez le détecteur et puis de l'autre côté un aimant. Et puis dès lors que l'on va enlever l'aimant, le contact s'ouvre et puis il y a mise en marche de l'alarme pour sécuriser votre maison. Donc ça, interrupteur à lame souple. Un autre détecteur qu'on verra par la suite qui sont les télémètres ou détecteurs à ultrasons, on le verra par la suite. Le détecteur, donc on va passer tout de suite au détecteur de proximité capacitif. Donc dans le cas d'un détecteur capacitif, qui est ici, l'objet détecté fait varier sa position, alors l'objet à détecter fait varier par sa position la capacité du condensateur. C'est-à-dire qu'un condensateur est un composant électronique dont la grandeur qui le définit est la capacité, qui est exprimée en farad ou en microfarad. Elle est formée donc entre les deux faces, une du détecteur et du système à détecter. Excusez-moi. Donc, ce type de détecteur permet de détecter en faisant varier donc, un champ électrique, c'est-à-dire entre la partie détecteur et ce qu'on veut détecter, la capacité qui se trouve à l'intérieur, et puis va permettre de détecter des matériaux non métalliques, toutes sortes de matériaux, c'est-à-dire elle peut détecter du liquide ou des matériaux non métalliques. Donc c'est le détecteur dit capacitif. Un autre détecteur que vous possédez à la maison, forcément, qui sont les preciostats ou les vacuostats. Ce sont donc les détecteurs qui sont placés dans les machines à laver
ou les lave-vaisselle et qui permettent de régler le niveau de l'eau présent dans le lave-vaisselle ou dans la machine à laver. Alors le principe, c'est qu'on a une membrane qui s'appelle ES là, qui va être plus ou moins bouger sur l'effet d'un niveau d'eau. En face, vous allez avoir un ressort qui va permettre, avec une vis de réglage ou de tarage, de recevoir une certaine pression au niveau de cette membrane. Si la pression devient supérieure, qu'est-ce qui va se passer? Le système étant en pivot ici va basculer, il va venir appuyer sur un contact et dire voilà, j'ai assez de pression pour dire le niveau d'eau dans ma machine à laver est assez haut, on peut lancer le cycle de lavage. Donc ça s'appelle des pressiostats ou des vacuostats. Dernier type, assez important, qu'on verra certainement cette année peut-être en TP, qu'on appelle le télémètre. Donc c'est un capteur à ultrasons. On a sur ce capteur une partie émettrice et une partie réceptrice d'ultrasons. Je vous rappelle que les ultrasons sont dans une gamme de fréquences allant de 20 kHz à 50 kHz habituellement. Donc c'est le principe de la chauve-souris. On a un émetteur qui va envoyer, donc je vais vous présenter en dessous parce qu'on le voit bien, il va envoyer une salve vers dans le vide. Et cette salve, si elle trouve un obstacle, elle va être réfléchie et revenir vers un récepteur. Alors le principe, on vous dit que le temps mis par l'onde, c'est un aller-retour, bien sûr, puisque l'onde part de l'émetteur, va croiser un obstacle et va venir au récepteur. Donc il y a un aller-retour de la distance qu'on désire mesurer. Le parcours permet donc de déterminer la distance de l'objet par rapport à sa source. Alors ce qu'on sait, c'est que la distance à détecter va dépendre de la vitesse de transmission des ondes dans le milieu, et la vitesse du son, habituellement, elle est définie comme étant 340 mètres par seconde. Et que cette vitesse de 340 mètres par seconde, donc D égale, la vitesse égale la distance divisée par le temps. Donc distance sur temps. Sachant que notre distance, on a 2 fois la distance, nous, on peut écrire 2 fois distance sur temps, vitesse du son égale 2 fois distance sur temps, donc distance, il suffit de recalculer, c'est vitesse du son fois le temps divisé par 2, pour avoir la distance. Donc la formule qui vient ici, c'est bien d'accord. Donc le principe, on le voit ici, un système va déclencher la mesure, on envoie une salve d'onde à 40 kHz, donc ceci c'est une salve d'onde à 40 kHz, on déclenche à la fin de l'envoi de cette salve une réception, en attente de réception, le récepteur va attendre de recevoir l'écho provenant du dispositif. Lorsqu'on arrive à la fin de l'écho, le temps entre ici et ici, entre début d'envoi de salve et le retour de la salve, vaut 2 fois la distance et la vitesse du son, appelée célérité ici. Donc le temps, c'est 2 fois la distance divisé par C, qui est la vitesse normalement du son, 340 mètres par seconde, qui peut varier un peu selon l'humidité ambiante ou la température. On vous dit donc, pour mesurer une distance avec un détecteur d'ultrasons, il faut utiliser un microcontrôleur. Celui-ci contient un timer qui permet de mesurer le temps, qui permet de mesurer donc la durée de l'impulsion, donc du signal EcoPulse, c'est ce signal ici. Ensuite, le microcontrôleur calculera la distance en utilisant la formule distance égale donc temps fois vitesse divisé par 2. L'avantage de ce type de détecteur, c'est que il n'y a pas de signal électrique qui passe dessus, donc ils peuvent être utilisés dans les milieux explosifs, c'est-à-dire, imaginez, vous avez à mesurer une distance dans une cuve où ce qui se trouve dedans peut exploser si un signal électrique apparaissait. Ce type de détecteur n'envoie donc pas de signal électrique, il envoie que des ondes sonores. Nous allons maintenant passer à ce qu'on appelle capteur d'angle. Les capteurs d'angle, un qu'on connaît très bien, donc on ne va pas le développer, qui est le potentiomètre, qui permet donc de mesurer à un angle sur 360 degrés et de générer une tension qui est proportionnelle à cet angle en fonction de la position. Nous avions remarqué que ces détecteurs potentiométriques avaient un petit souci, c'est que sur le tour complet, il y avait un petit endroit qui n'était pas accessible, donc on perdait une petite distance de mesure. Le deuxième, alors ça c'est revoir le TP girouette qu'on a déjà fait. Le deuxième capteur d'angle s'appelle un codeur absolu. Donc le codeur absolu, lui, est réalisé autour d'un disque, d'une partie émetteur optique, donc ça c'est émetteur optique, récepteur optique, et puis d'un disque qui va être imprimé avec des parties opaques et des parties transparentes. Sur ce disque sera imprimé un code qui va permettre de déterminer la position angulaire de l'axe en fonction de la position donc, de ce disque. Exemple, si nous voulions reconstruire notre girouette,
que nous avions fait. Donc, je vous rappelle qu'on avait coupé la rose des vents en 8 secteurs différents, donc de 45 degrés. Et ben, nous aurions besoin de 3 pistes, on voit bien apparaître 3 pistes ici, avec des codes binaires différents, donc partie opaque, partie translucide blanche et partie opaque noire. Et puis donc, en fonction de l'angle qu'on rentre, on va sortir un code binaire sur 3 bits qui correspond à la position angulaire de l'axe de notre girouette. Donc on vous dit fonctionnement sur 3 bits, à lire rapidement, on a des LED, etc., qui émettent, etc. Et on voit bien qu'on pourrait remplir donc, en fonction de l'angle de rotation de notre girouette, un code binaire. On voit qu'à la position qui serait au nord, on ressort un code binaire. La lumière ne passe pas, donc on a 0, 0, 0. Si le vent commence à tourner et emmène notre flèche vers la droite, c'est-à-dire que le disque va tourner vers la droite, quand nous aurons parcouru environ un quart, la moitié de la distance d'un secteur qui était de 45 degrés, donc quand nous aurons produit un déplacement de 22 degrés 5, nous arriverons dans la piste qui correspond au nord-est, parce que je vous rappelle que si on tourne et qu'on envoie vers le nord-est, c'est par là-bas, donc cette piste-là va se mettre en face des émetteurs lumineux et récepteurs lumineux qui sont là. Le code binaire présent sera 0, 0, 1, et le nombre présent en sortie, si on avait un nombre décimal, ça volerait bien, 0, 0, 1 correspond au nombre 1. L'angle parcouru serait 22,5. Ensuite, si on continue à avancer, et cette fois-ci on va continuer à avancer de 45 degrés, on arriverait donc à l'est, cette partie-là correspondrait à l'est, et le code binaire serait 1, 0, 0, 1, 0. Donc au code 10, vous êtes bien d'accord. Et puis, le code 10 correspond bien au nombre 2. Donc je vous laisse continuer à remplir ce petit tableau, et puis poursuivre. Ensuite, nous avons un petit exercice. Celui-ci correspond à un disque qui, lui, a plus de pistes que l'on peut compter. Donc cet exercice sera à faire plus précisément dans le devoir que vous allez devoir me rendre la semaine prochaine. Donc l'exercice 4 est à compléter. Donc on vous dit qu'à partir d'un disque d'un codeur absolu placé ci-dessous, de déterminer le nombre de pistes de sortie. Donc il va falloir compter à peu près le nombre de pistes. Le nombre de valeurs numérique sur le tout. Donc là, après, avec le nombre de pistes, si on fait un petit exemple, là, on voit bien que 8 cases, on avait 3 pistes, c'est bien 2 puissance 3, donc qui vont nous donner le nombre de combinaisons. 3 pistes, 2 puissance 3. Je vous rappelle, le nombre de combinaisons binaires, c'est bien 2 puissance 3. Donc il faudra vérifier avec ceci. Et puis la résolution angulaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me déplace, quel angle je vais pouvoir détecter. Donc le plus petit angle détectable, je l'appelle, la résolution, c'est la plus petite détection possible. On l'avait vu donc tout. Donc ça, cet exercice à me joindre dans le devoir à la maison à rendre pour la semaine prochaine. Un autre capteur qui s'appelle le codeur incrémental. Ce codeur dit incrémental, lui, possède beaucoup moins de pistes que les codeurs absolus, mais a un désavantage. Ce codeur, s'il s'arrête à un moment perte de tension, on est toujours à la bonne position. Le nouveau, lui, qui s'appelle codeur incrémental, est simplement muni, par exemple celui qu'on utiliserait là de 3 pistes, mais on pourrait le munir que de 1 piste ou de 2 pistes, et lui, il compte le nombre d'impulsions qu'il a pour savoir à la position où il se trouve angulaire. C'est-à-dire que dedans, il y a un petit compteur, quelque chose qui compte, qu'à chaque fois qu'il voit passer un petit carré noir, il dit j'ai un de plus. Et sachant que sur un tour, il y a tant de carrés noirs, et on sait à quelle position on se trouve. Donc, c'est avec ce type de capteur qu'on peut faire. Et puis, si on mesure la fréquence, la fréquence à la sortie de ce type de capteur, on peut également avoir la vitesse angulaire du capteur. Alors ici, on a 3 pistes. Une piste qui donne une impulsion par tour, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura fait un tour, cette piste-là va donner une impulsion. Cette piste-là va donner un nombre d'impulsions sur le tour pour savoir sectoriser en angle le cercle trigonométrique. Et puis un deuxième, si vous regardez bien, qui est décalé d'un quart de période, j'appellerais ça, si on appelle une période un noir, un blanc, on est décalé d'un quart de période, et qui va nous permettre, si l'on tourne dans un sens, sur cette piste-là, ça va être le noir qui passe d'abord. Si on tourne dans l'autre sens, ça sera le noir qui va passer. Alors si je tourne dans le sens horaire, si je regarde, c'est la piste la plus extérieure, les noirs vont passer d'abord devant le détecteur. Par contre, si je tourne en sens anti-horaire, dans l'autre sens, c'est la deuxième piste, plus vers le centre, qui elle va passer en avance. Donc celle-ci va nous permettre de détecter le sens de rotation du moteur ou du système qui est accroché à ce capteur.